Seth Kournan, spécialiste de la didactique des français. Je me sers de modératrice. Je vous présente Monsieur Pierre Martinez. Monsieur Martinez est venu déjà au Japon plusieurs fois pour donner des conférences. Monsieur Martinez est professeur honoraire de l'Université 8 à Paris et il est actuellement professeur invité à l'Université de Kyoto. Il va rester jusqu'au mois de juillet. Et il a déjà enseigné pendant 3 ans à Kyoto. Donc, Monsieur Martinez est spécialiste de sociolinguistique et de didactique des langues. Donc, il est mieux placé pour parler des problèmes de ce domaine. Monsieur Martinez est invité très souvent à donner des conférences. Entre ses nombreuses œuvres, il y a notamment la didactique des langues, publiée chez Que sais-je, qui a été honoré d'un tirage de 30 000 exemplaires. Il y aura 7e édition très bientôt. De cette année Cette année, donc, la 7e édition sera publiée. Je donne la parole à Monsieur Martinez, s'il vous plaît. Merci infiniment à Monsieur le doyen, à Monsieur le consul général de France, au professeur Nishiyama et à vous, Madame, de faciliter mon intervention par le cadrage que vous venez de donner sous différents aspects. J'essaierai de ne pas tomber dans le défaut que vous avez relevé, Monsieur le consul. Vous avez bien raison. J'adhère totalement à vos remarques. J'essaierai d'être clair et mon intervention ne traitera pas le sujet, mais sera une ouverture, donnera, j'espère, la possibilité de repérer les pistes de travail qui seront celles du colloque. Je me tiendrai au texte que j'ai donné aux interprètes par commodité et vous m'excuserez peut-être de lire un petit peu mon papier pour respecter ce que je leur ai dit. Nous avons ici, pardonnez-moi, je crois que ça, c'est pas la première diapo. Oui, voilà. Nous avons ici deux indications intéressantes dans ce colloque. Cette question de l'interculturel ne peut pas se traiter actuellement en termes locaux, elle doit se traiter en termes globaux. C'est évidemment une synthèse difficile à opérer et à laquelle nous sommes confrontés jour après jour, nous, théoriciens, mais une obligation pour les praticiens bien plus ardente. J'essaierai de le montrer dans la suite de cet exposé. Je viens d'un pays, vous le savez, qui traîne encore le poids de son histoire coloniale. La France, avec ses territoires lointains, j'ai vécu longtemps aux Antilles, à La Réunion et dans d'autres anciennes colonies françaises devenues départements ou territoires libres. La France, avec ses territoires lointains, a fait naître l'espoir d'un idéal de liberté, d'égalité, de fraternité, depuis la période des Lumières, bien sûr, et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais parallèlement, ou presque, elle se donnait l'autorisation d'opprimer, d'exploiter des hommes et des groupes humains sur tous les continents, aux Antilles, en Asie du Sud-Est, en Afrique ou encore dans le Pacifique. En France même, les régions, sous la Révolution, après 1789, ont cru avoir la liberté de parler leur langue, les langues de leur choix et de leur patrimoine. Et pourtant, très vite, le centre a fait comprendre, au parler des provinces périphériques,
le breton, l'occitan, le basque, l'alsacien et bien d'autres. Nous avons en France une délégation générale à la langue française et aux langues de France, que ces langues n'avaient plus leur place dans la République. Tout ça s'est fait au nom d'une idée de l'unité nationale, une idée plus forte que celle de la diversité culturelle. La France a été capable de nier, chez elle et dans ses colonies, les valeurs que ses penseurs, ses philosophes, ses politiciens illustraient partout en théorie. Eh bien, je suis venu simplement vous dire que l'éducation interculturelle ne doit pas rester l'affaire des penseurs, des philosophes, des politiciens, des théoriciens. La France, confrontée, comme vient de le rappeler le professeur Nishiyama, au problème de l'intégration de ces minorités, ces enfants ou descendants d'esclaves ou d'immigrés, souvent maintenant de nationalité française bien entendu, qu'ils soient guadeloupéens, martiniquais, algériens, sénégalais, vietnamiens d'origine, la France continue à établir des barrières entre les groupes et les individus quand il s'agit de travail, d'accès au logement, de vie sociale ou encore de vie culturelle. Ce n'est pas la France qui fait cela, pas la France, mais c'est nous, chacun d'entre nous, souvent sans même le savoir. L'éducation nationale prend pourtant une part importante avec un patient travail depuis des décennies à essayer de rassembler, d'expliquer, d'expliciter le projet collectif, ce qu'on appelle un vivre ensemble. L'éducation à la différence, éducation à la différence, éducation à l'altérité, ce que vous traduisez, je crois, par identité de l'autre, ne peut se faire pour parler comme votre compatriote Kozakai que par un subtil processus, une négociation entre une certaine assurance de ce qu'est notre identité, d'une part, et d'autre part, des normes et des valeurs venues d'ailleurs. J'ai eu l'honneur de participer à ce travail, de contribuer à cette explication en dirigeant longtemps sur le terrain une équipe de formation d'enseignants de classes d'accueil dans un contexte spécifique, celui des Antilles françaises, dans des îles qui recevaient elles-mêmes des migrants du reste de la Caraïbe. Mais la France est passée de nos jours de la seule volonté d'intégrer des enfants à une perspective plus large. Il s'agit maintenant d'éduquer tous les enfants à comprendre l'étranger, si souvent étrange, et à s'enrichir de ces différences sans renoncer à ses propres spécificités, à sa richesse patrimoniale. Montaigne, un de nos grands penseurs, l'avait déjà senti quand il voyait arriver sur les quais de Bordeaux des Indiens d'Amérique, dont il idéalisait, il est vrai, la culture de bons et naïfs sauvages. Il ne faut pas faire d'anachronisme. Il disait, nous avons aussi à apprendre de l'étranger, même s'il ne porte pas, comme nous, un pantalon. Évidemment, l'humour de Montaigne ne cache pas la réalité. Le choc culturel met des décennies, des siècles à se résoudre. Nous sommes sans doute à une période de crise en ce domaine. Plus facile à dire qu'à faire. Quand, dans la République des cités actuelle en France, on se demande très pratiquement si une éducatrice peut ou ne peut pas porter le voile islamique
dans une école maternelle. Devant la loi commune, l'apparence, la simple apparence, se pose toujours comme celle de la première frontière. Mais l'éducation interculturelle n'a de sens que si elle permet la résolution pratique des grands problèmes autant que des problèmes de la vie quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de donner aux élèves des compétences interculturelles, une capacité à vivre ensemble, en bonne entente avec les autres. Il s'agit de leur donner des outils pour lire la globalisation des échanges que nous sommes en train de vivre, bon gré mal gré, une globalisation souvent virtuelle que le numérique élargit à l'infini, par Internet notamment, et pour se définir une nouvelle personnalité dans l'action, dans la relation interpersonnelle, dans le projet de vie de chacun. C'est une question qui ne laissera pas votre pays indifférent, lui qui a si vite parcouru, mais non sans débat, les étapes de la modernité dans sa rencontre historique avec l'autre. Cependant, les lieux où cette éducation a été considérée comme une nécessité, éducation interculturelle, sont très divers. Ils se distinguent par les objectifs déjà. Je laisserai de côté le cas du multiculturalisme anglo-saxon qui a été évoqué tout à l'heure et que vous connaissez certainement très bien. La priorité, vous le savez, y est donnée au groupe d'appartenance auquel se réfère l'individu, dans une mesure qui dépasse la sphère privée pour trouver sa place dans l'espace public, avec des signes tels que des droits spécifiques, des fêtes appropriées à chaque groupe, des vêtements, une coiffure, ce que la Grande-Bretagne accepte dans le costume sikh, par exemple, la France ne le tolère pas facilement dans la sphère publique, et encore et surtout une éducation communautaire. Aux États-Unis, la théorisation de cette position de principe a débouché sur un dispositif juridique et technique dont les termes sont connus, notamment avec le National Council for Social Studies de 1991. Alors qu'il n'existe pas en France, même dans la Constitution, le terme de minorité. Si l'école française a été confrontée dans la deuxième moitié du XXe siècle à une immigration croissante, eh bien elle s'est dotée de structures et de méthodes qui visaient à apprendre à vivre dans le respect des lois communes et la valorisation des individus sans discrimination. Alors, le jugement sur ce passé éducatif que nous avons vécu depuis, disons, une cinquantaine d'années, reste très mitigé. Aujourd'hui, le traitement de la question de l'échec scolaire des enfants des minorités pèse encore sur les acteurs. On a surtout tendance à considérer davantage dans cet échec scolaire les facteurs socio-économiques ou l'environnement urbain, par exemple, que la culture ou la subculture des élèves comme un élément déterminant de leur parcours éducatif. Un autre pôle de réflexion s'est développé plus récemment autour de la mobilité étudiante, qui est en augmentation avec les programmes européens de type Erasmus. Mais il faut relativiser, à mon sens, l'effet, l'impact réel de cette mobilité, car elle touche en réalité, quoi qu'on en dise, peu de gens, quelques centaines de milliers d'individus au plus, même si l'espoir, évidemment, est de voir ce chiffre augmenter. La compétence interculturelle m'apparaît surtout alors comme un élément de la compétence professionnelle, c'est-à-dire du référentiel de formation. Par exemple, pour les grandes écoles d'ingénieurs et les cadres en général, dans un cadre mondialisé. Alors, si j'ai naturellement parlé beaucoup de la France, je veux plutôt insister maintenant
sans toutefois vous imposer un historique qui serait hors de propos ici, sur les conceptions d'une part développées par l'Union européenne, auquel souscrit évidemment mon pays, et d'autre part, rappeler les grands principes de l'UNESCO en la matière. Vous n'ignorez pas que l'Europe, bâtie sur un socle culturel pour le moins bimillénaire, s'est pourtant dotée d'abord d'une union fondée sur l'économie. Excusez ma gorge. Elle a maintenant mis en chantier un projet d'éducation commun avec des standards communs, comme le CECR, qui est bien connu au Japon, et des programmes d'harmonisation de l'espace européen par l'enseignement supérieur, avec un système licence, master, doctorat, depuis ce qu'on a appelé le processus de Bologne de 1999. Une éducation interculturelle doit être le pendant de ce dispositif. Je cite une thèse récente que j'ai dirigée sur la question, Bouchard, 2013. De nombreux projets visant à instaurer cette éducation interculturelle ont vu le jour, entre autres bien sûr le projet de l'éducation plurilingue et interculturelle, que nous appelons EPI. Celui-ci répond à une définition globale de la compétence plurilingue et pluriculturelle comme compétence à communiquer langagièrement et à interagir culturellement. Ceci est une citation dans la citation à laquelle a contribué notamment ma collègue Geneviève Zarat, qui est dans la salle. On affinera, si vous voulez bien, cette idée d'éducation interculturelle en la déclinant en attitude, en connaissance et compréhension, en faculté et action. Le cadre européen affirme ainsi s'inscrire dans une perspective de pratique sociale, une forme de praxis. La perspective privilégiée, dit le cadre, est de type actionnel, en ce qu'elle considère avant tout l'usager et l'apprenant d'une langue comme des acteurs sociaux, ayant à accomplir des tâches qui ne sont pas seulement langagières, dans des circonstances et un environnement donné, à l'intérieur d'un domaine d'action particulier. Le CECR a été complété d'outils, comme vous le savez sans doute, tels que le portfolio européen des langues et l'autobiographie de rencontres interculturelles déjà mentionnée ici. J'insiste surtout sur ce dernier document, conçu pour analyser la rencontre interculturelle de l'utilisateur à la suite des recommandations du livre blanc. Des outils complémentaires doivent être développés afin d'encourager les élèves à exercer, les mots ont leur poids, un jugement critique et autonome, y compris à porter un regard critique sur leurs propres réactions et attitudes face à d'autres cultures, y compris sur leurs propres réactions et attitudes face à d'autres cultures. Ces intentions réflexives sont précisées dans un document récent qui met en avant la visée politique de l'action. Nous avons plus que jamais, dit un document européen récent, Barrett 2013, nous avons plus que jamais besoin de compréhension mutuelle et de compétences interculturelles pour apporter des réponses à certains des problèmes les plus virulents des sociétés contemporaines. Nous voyons se multiplier les préjugés, la discrimination et les discours de haine, et gagner en puissance les partis politiques porteurs d'idées extrémistes. Une définition de travail dans le même document sera alors celle-ci. Par éducation interculturelle, on entend une pédagogie, ce qui veut dire objectif, contenu, processus, méthode, programme, support, évaluation, ça que nous appelons une démarche pédagogique, ayant parmi ces objectifs de développer la compétence interculturelle des apprenants de tout âge et dans tous les types d'éducation,
comme fondement du dialogue et de la vie en société. À une échelle encore plus large maintenant, si l'on veut bien, l'UNESCO s'est donné pour objectif de contribuer par l'éducation interculturelle à une paix durable à travers le monde. C'est ce qui est dit. Pardon, vous aviez sous les yeux simplement ce que je viens de raconter, mais il mérite peut-être que vous le voyez en japonais également. Barrett, politique des langues en Europe. Nous en tiendrons là. Je suis désolé, j'ai du mal à me repérer dans le PowerPoint japonais. Tout simplement. Il eût été utile que quelqu'un m'aidât. À une échelle plus vaste encore, l'UNESCO s'est donné pour objectif de contribuer par l'éducation interculturelle à une paix durable dans le monde. Grand objectif, vous en doutez. Les textes de l'UNESCO, depuis le fameux texte de 2005 sur la diversité culturelle, établissent une espèce de feuille de route extrêmement difficile à suivre. Créer les conditions permettant aux cultures de s'épanouir et interagir librement de manière à s'enrichir mutuellement. 2. Encourager le dialogue entre les cultures afin d'assurer des échanges culturels plus intenses et équilibrés dans le monde en faveur du respect interculturel d'une culture de la paix. 3. Stimuler l'interculturalité afin de développer l'interaction culturelle, bien sûr, dans l'esprit de bâtir des passerelles entre les peuples. 4. Reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que porteurs d'identité, de valeurs et de sens. Un programme, vous le voyez, extrêmement ambitieux, et inévitablement, nous pensons à des situations géopolitiques, à des conflits armés où la langue, les langues n'ont pas permis cette fusion, cette harmonisation ou cette harmonie des hommes. Je pense un instant au Rwanda, par exemple, où le français, contrairement à ce qu'il a pu être à une époque, n'a pas été forcément porteur de valeurs. Radio des collines n'était pas forcément porteur de paix, vous voyez. Je ne m'étends pas sur cet exemple. Mais après ces préalables nécessaires concernant la France, l'Europe et l'échelon mondial que représente l'UNESCO, je voudrais me concentrer sur 2 axes de réflexion, par commodité. D'une part, un essai de théorisation rapide du champ, et d'autre part, la mise en œuvre didactique et pédagogique qui correspond à notre programme de travail ces 2 jours-ci. Évidemment, je me propose de pointer du doigt plutôt des problèmes, des zones sensibles, qui doivent appeler non au pessimisme, mais à la réflexion. Et ces problèmes sont nombreux quand on parle d'acquisition de compétences interculturelles autour des éléments de la théorie du champ, si vous voulez, qui vise à établir des distinctions. C'est un mot de Bourdieu qui a été un petit peu galvaudé, mais Bourdieu écrit dans les années 70, la culture, ça consiste à établir des distinctions. Alors pourquoi établir des distinctions? Non pas pour constituer des barrières, des différences, mais pour construire ensemble quelque chose, un vivre ensemble. Cette deuxième partie est donc consacrée, pardonnez-moi, j'avance un tout petit peu, je suis désolé, là je suis un petit peu perdu, pourriez-vous m'aider? Quelqu'un m'avait dit qu'il m'aiderait pour les diapos, et je suis resté tout seul. Non, ça va? Quel est le titre? Sur le modèle? C'est ça, sur la modélisation. Nous y sommes, d'accord, tout à fait. Alors, l'idée de départ dans cette deuxième partie, c'est donc de pointer du doigt un certain nombre de problèmes que je voudrais questionner avec vous, que je voudrais regarder de près avec vous, y compris dans la discussion que nous aurons tout à l'heure. Parlons d'abord de la doxa interculturelle.
qu'on vient de voir exposé par l'Europe comme par l'UNESCO comme une espèce d'évidence. Une doxa, c'est un ensemble qui n'est pas nécessairement homogène, d'opinions, de préjugés. J'emprunte à un de mes collègues, Narcy Combe, ces remarques. C'est un ensemble qui n'est pas nécessairement homogène d'opinions, de préjugés, de présuppositions, généralement admises et évaluées positivement ou négativement. Mais une doxa reste au niveau de la nébuleuse de la pensée. Elle ne désigne pas ce qu'on appelle une épistémée, c'est-à-dire, selon la définition de Foucault, bien connue dans la théorie française et popularisée par les textes, un texte, Les mots et les choses notamment, un texte de 1966, cette doxa ne représente pas un réseau cohérent de dispositions de production de la culture. Nous sommes, monsieur le consul, tout à fait dans la théorisation sèche et abstraite dont nous avons pourtant besoin quand il s'agit de préciser des contextes et des concepts. Ce réseau, si on arrivait à le préciser, qu'est-ce que l'interculturel? Ibunkakan. Pour nous, pas du tout ça. Pour vous, autre chose, probablement. Ce réseau de production culturelle constituerait, par rapport à la culture, un savoir identifiable qu'il s'agirait de révéler aux élèves, par exemple, et qui permettrait de séparer l'acceptable, d'un point de vue scientifique, de l'inacceptable. Ceci est une vérité, ceci est un préjugé, un stéréotype. Il se pourrait bien, selon moi, que la position de l'UNESCO, dans sa généralité, procède d'une doxa ultralibérale, dont on a souvent souligné les limites. Tout permettre, l'épanouissement général des cultures, c'est permettre aussi que dans tel ou tel groupe se développe une société qui, elle, pourrait n'être nullement libérale. De la théorie à une pratique réelle, il y a un grand pas que l'organisation internationale se garde bien de franchir. Vous savez, ce qu'on a appelé les accommodements raisonnables du multiculturalisme développé par Rawls, Bouchard et Taylor, etc., ne peut trouver place dans le champ fermé de la tolérance quand il s'agit de contrevenir à des pratiques non respectueuses de l'être humain. Par exemple, l'excision des filles ou le mariage forcé. On sait que sur ces pratiques, on avance très très lentement à travers le monde. L'interculturel apparaît alors bien comme une idéologie et non pas comme une épistémée, dont chacun finalement peut faire l'habit qui lui convient. Le flou ou l'instabilité des concepts arrête à chaque mot, à commencer par celui de culture, celui d'identité, celui de groupe et d'individu. Individu comme sujet, épineuse question dont un récent article d'un collègue qui vit en France, le professeur Asari Makoto, traitait avec finesse à travers l'œuvre de plusieurs de vos penseurs modernes pour montrer comment la notion de sujet elle-même est épineuse. Qu'est-ce qu'un sujet au Japon? Qu'est-ce qu'un sujet pour nous en Occident? Il est inutile d'insister sur la difficulté qu'il y a même à traduire, cela a été dit tout à l'heure, et à faire voyager ces termes de culture, d'interculturel, de sujet ou d'identité, comme l'a montré quelqu'un qui est ici, Himeta Mariko, et comme l'a rappelé tout à l'heure Nishiyama Sensei. Deuxième point dans le champ théorique, j'irai un petit peu plus vite, n'abuserez pas de votre temps. La capacité limitée d'une éducation à anticiper les dispositions cognitives de chaque individu et son expérience personnelle, ce qu'on appelle d'un mot complexe idiosyncrasie. En fonction de sa configuration psycho-affective et cognitive personnelle, par exemple de ses expériences antérieures, ou de son style d'apprentissage, ou de sa motivation, on peut dire que concernant l'expérience interculturelle d'un individu, toute prédictibilité est exclue,
et toute linéarité aussi. Il y a des hauts et des bas dans l'expérience interculturelle. On a bien compris que un postulat, je prends un exemple. La mobilité est une bonne chose. C'est bien de changer de pays. Oui, c'est parfait. La mobilité est une bonne chose. Permet l'écriture d'un scénario, l'échange universitaire. La mobilité est une bonne chose, donc nous allons organiser des échanges universitaires. Mais l'absence ou presque de validation, au retour, quel changement d'attitude peut cacher jusqu'à des effets contraires? La mobilité n'est pas toujours ce correcteur de trajectoire qu'on peut rêver. Il ne s'agit pas de remettre en question la valeur du travail qui est fait sur le terrain, bien entendu, mais de contester un certain romantisme ambigu qui flotte sur des documents, des productions, notamment artistiques, des récits ou des films qui relatent des expériences interculturelles. Je vous propose une courte pause, si techniquement c'est possible, et nous allons regarder un clip vidéo d'1 minute. C'est possible? On peut faire ça pour moi? On peut m'aider? Il doit être sur YouTube et il a été... Voilà, notre technicien va peut-être intervenir. Ceci vous permettra de souffler. Nous allons regarder ça rapidement. J'en tirerai une toute petite conclusion et je passerai à mon troisième point. C'est ça. صباح الخير. Dobry dzień. Dobry dzień. On dit salam alaikum. Salam alaikum. Mais c'est pas votre pays, c'est mon pays. À votre avis, quand on arrive dans un nouveau pays, quand on arrive à Paris, est-ce que c'est facile? Non. Avec qui tu t'entends bien dans la classe? Personne, avec moi-même. Oblige la caméra. Je n'ai pas vu ma mère pendant 10 ans. C'est difficile. Je suis venue en France pour faire un futur. Je suis venue en France pour devenir une femme libre. Pourquoi Kessa critiquerait tes cheveux crépus alors qu'elle a aussi des cheveux crépus? Il y a plein de gens qui parlent de la classe d'accueil, mais qui n'est pas très gentille, tu vois. C'est comme si nous, on était des pauvres, eux, des stars. Mais on sait pas qu'on va partir en classe ordinaire. Peut-être toi tu sais dire bien, mais moi je sais pas. C'est pas grave. Je parle français avec l'accent anglais. Tu as vu? Vous avez vu? Vous avez vu? Tu as obtenu les compliments du conseil de classe. On pense quand même qu'il faut que tu restes encore un peu en classe d'accueil. J'étais très très heureuse de travailler avec vous. Voilà. Chimie. Il y a bien d'autres élèves avec qui tu t'entends bien. Avec Dieu, voilà. Dieu, il est pas dans la classe. J'insiste sur la toute dernière phrase, qui, je l'espère, a été traduite. À la jeune fille qui est interrogée, il y a bien quelqu'un avec qui tu t'entends, tu as bien un ami. Elle répond avec Dieu. Et la réponse de l'enseignante, en toute bonne volonté, est de dire « Dieu n'est pas dans la classe ». Dieu n'est pas dans la classe. Vous voyez là le choc culturel que ça peut représenter pour quelqu'un qui pense que Dieu est partout. Que Dieu est partout. On revient au PPT. Je vous laisse réfléchir à cette contradiction qui est celle de l'école républicaine et de l'éducation interculturelle dans son ensemble. C'est à mon avis assez emblématique. Merci. Un troisième point qui fait problème, la connaissance des langues et des cultures en présence, celle de l'apprenant et celle qu'on veut faire se rencontrer, est un continuel défi pédagogique aussi. Enseigner une autre culture, c'est d'abord se la représenter, cette culture. Et c'est une tâche à laquelle l'enseignant n'est jamais préparé objectivement. Il y a une illusion référentialiste, la culture est construite et nous allons pouvoir la fixer, l'identifier et la transmettre. Ce qui est négocié
dans l'éducation interculturelle. C'est un ensemble complexe de préjugés, de représentations, étayées certainement, et de concepts. C'est donc un système mouvant dans lequel le didacticien, l'enseignant, doit construire sa pratique réflexive. Ce n'est pas simple. Cet effort vers l'autre cache souvent d'autres stéréotypes. Les connaissances culturelles, écrit une spécialiste, n'améliorent pas nécessairement la compréhension des élèves. Au contraire, elles peuvent servir d'écran, car aucun individu n'est le représentant de son groupe. Sur le plan théorique, j'en termine par là, joue enfin, pour ajouter à la complexité, deux types de facteurs. D'abord, des facteurs hétérogènes qui viennent des sciences, des apports des sciences humaines contributives. Le cas de l'ethnologie, tout ce qu'on a pu faire dire. Point suivant, un environnement technique d'apprentissage qui va changer certainement, avec deux éléments clés à mon sens, une pédagogie de projet, bien sûr dans la lignée de Dewey, Freinet, etc., dont l'approche actionnelle actuelle s'est emparée. Et bien entendu, l'emploi des technologies de l'information et de la communication, les moyens qui n'ont plus besoin d'être présentés. Si je peux me permettre une note personnelle, à laquelle je tiens beaucoup, elle mérite 15 secondes de votre attention. J'ai réalisé avec un collègue de Waseda, oui, ça ira, merci. J'ai 6 pages, je suis à la 5e, une page, ça doit aller. Si je peux me permettre une note personnelle à laquelle je tiens vraiment beaucoup, en 2011, j'étais professeur à l'Université nationale de Séoul et avec un collègue de Waseda, professeur Tachibana, nous avons réalisé une
une
une